Ça, c'est le deuxième niveau. Après, on va aller aux propositions, comment il faut faire pour régler tous ces problèmes. Troisième niveau, après le découpage et la nature des textes, il y a les modes de gestion de la société. Les modes de gestion de la société en Algérie, ce sont les mêmes modes hérités par l'époque coloniale, c'est-à-dire la répression. Ce n'est pas les modes de gestion par la démocratie, par le dialogue, non, c'est la répression. On vous demande de vous exprimer pour vous identifier. Une fois que vous vous exprimez et que vous êtes identifié, on fait tout pour vous faire taire, et à jamais. Donc ça, c'est un mode de gestion de la société par la répression. Dans ce mode, il y a plusieurs techniques, et la meilleure des techniques, en fait, ce que le pouvoir algérien réussit le mieux, c'est l'espionnage. C'est-à-dire, vous espionnez, vous utilisez les services de renseignement qui sont là pour protéger, pour ramener le renseignement qui va servir à protéger les intérêts du pays. Vous les utilisez pour espionner les citoyens, les identifier et les rendre, les réduire au silence. Donc vous voyez que le résultat, il y a un pillage du pays, surtout ces 20 dernières années. C'est-à-dire maintenant, vous pouvez arrêter n'importe quel responsable, vous pouvez l'accuser de détournement de fonds, très à l'aise. Parce que pratiquement tous les responsables se sont impliqués dans ces histoires parce qu'il n'y a pas, les services de renseignement ne s'adonnaient pas au renseignement qui pouvait protéger l'essentiel de ce qui doit consolider la souveraineté nationale, c'est-à-dire la sécurité, l'économie et la diplomatie. Les services de renseignement devaient agir essentiellement sur ces trois paramètres pour les protéger, c'est-à-dire le renseignement sécuritaire, surtout par rapport à l'extérieur, le renseignement économique pour protéger l'économie nationale et le renseignement sur le plan diplomatique pour renforcer la position d'Algérie sur le plan international. Si on est en train d'embarquer tout le monde, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne va pas s'étonner demain si on nous dit Gaïd Salah lui-même est embarqué. C'est que les services de renseignement se sont tellement occupés à savoir qui fait la prière de vendredi dans un garage au lieu de la faire dans une mosquée, qui supporte la JSK et qui va prendre la Coupe d'Algérie pour ne pas aller insulter le gouvernement au stade, au lieu de s'occuper du renseignement sécuritaire, économique et diplomatique. Ça, c'est un des éléments de la répression. D'autres éléments, les services de sécurité, la police, le matraquage, l'instrumentation de la sécurité de la police, etc. Donc, si ce diagnostic est établi, c'est là où il faut agir. C'est-à-dire il faut que le changement touche ces trois volets. Après, tout le monde peut discuter de la façon dont il faut refaire le découpage administratif, de la façon dont il faut refaire les textes qui doivent répondre aux normes internationales, non seulement en énonçant des principes, mais en mettant en place des mécanismes qui permettent aux citoyens d'accéder à leurs droits et comment faire pour changer cette façon de gérer la société. Ça, c'est un niveau de discussion que je propose personnellement avec, il y a un groupe d'amis qui pensent peut-être qu'on voit plus ou moins quelques détails. Ce que nous observons aujourd'hui comme feuille de route proposée par les uns et les autres, c'est quoi? C'est comment aider le pouvoir à sortir de sa crise. À mon sens, on n'est pas encore arrivé au niveau de discussion qui peut toucher fondamentalement aux vraies raisons qui nous ont emmenés à cette situation de crise de régime.
Parce que moi, je considère que la société n'est pas en crise. La société est en train de s'épanouir. Alors, si on se met d'accord sur ce diagnostic, les discussions doivent porter sur le fond, c'est-à-dire comment changer ces trois niveaux. Avant d'aller à ce niveau-là, on va supposer qu'on s'est mis d'accord, oui, ok, on va discuter sur ces trois volets-là. Il y a un élément très important qu'il faut d'abord mettre en place. C'est le facteur confiance qui est devenu nul entre la base citoyenne et le pouvoir. Sous toutes ses formes, c'est-à-dire que ce soit au niveau central, président de la République, gouvernement, que ce soit le pouvoir législatif. Nous avons l'habitude de voir que des députés arrivent par la fraude et qui font des lois qui sont contraires à ce qu'on voudrait qu'ils soient. Judiciaire, nous savons tous maintenant que si on est convoqué par la justice, c'est pour être châtié, même si on est victime. À chaque fois que quelqu'un est convoqué, il va à la justice avec la peur au ventre, même s'il s'agit d'un ex-ministre de la justice. On raconte qu'Ouihia, quand il était devant le juge d'instruction, il lui a dit, moi j'étais ministre de la justice, il lui a dit, mais vous devez répondre à vos actes, et il paraît qu'il n'a pas pu répondre convenablement aux reproches qu'on lui fait, ou que ses réponses n'étaient pas convaincantes du tout. Donc, après, quand on se met d'accord sur ces trois niveaux, il faudrait reconstruire ce facteur de confiance. À mon sens, le seul moyen pour reconstruire le facteur de confiance, c'est ce qu'on appelle la justice de transition. C'est quoi la justice de transition? C'est une justice qui a deux aspects. Et c'est la seule méthode pratiquée partout dans le monde pour sortir de situations de crise d'État. Crise d'État dans le sens où c'est une situation déséquilibrée qui cause énormément de dégâts à la société qu'il faudrait traiter d'une manière globale, donc avec un système de justice qu'on appelle une justice de transition. L'expérience a été pratiquée dans plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, le Chili, la Tunisie récemment, même le Maroc a essayé, après la mort de Hassan II, de faire quelque chose dans ce sens. C'est un moyen de redonner confiance à la base. Cette justice de transition doit mettre en place un dispositif qui doit ouvrir absolument tous les dossiers depuis 1962 ou même avant, si on peut, parce qu'avant c'est difficile parce qu'il n'y avait pas d'État. Mais il faut ouvrir au moins depuis 1962 tous les dossiers qui ont causé des dégâts, quelle que soit la nature de ces dégâts, et que la vérité soit dite au peuple. Après, l'État doit faire de l'accompagnement pour favoriser la réconciliation quand il est possible de faire la réconciliation. Parce que le plus important dans une justice de transition, c'est de connaître la vérité. Quand vous connaissez la vérité, en ce moment-là, vous pouvez dire « Nismeh ». Vous pouvez dire « j'accepte une indemnisation ». Vous pouvez dire « j'exige une punition ». C'est votre droit. Et l'État doit vous garantir tout ça, mais l'État peut favoriser la réconciliation, mais pas l'imposer. Si on ne fait pas ça, toutes les autres étapes deviennent nulles. Parce que nous avons des gens qui ont été spoliés de leurs biens. Nous avons des gens qui ont disparu. Il faudrait qu'on sache comment Chabani a été assassiné, ou la Khaïdar, ou la... Il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé pendant la décennie noire. Qui a fait quoi? Et pourquoi? Et comment?
faudrait qu'on sache le moindre détail de tout. Bon, on ne peut pas une justice de transition. Si elle arrive à établir la vérité à 40, 50, même à 60%, c'est déjà quelque chose de bien. Mais si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de confiance établie. Et donc tout le reste, ça sera de la poudre aux yeux. À partir de là, maintenant, le minimum, si on suppose qu'on s'est mis d'accord sur tous ces points, le minimum, c'est de se mettre d'accord sur un contrat social qui peut réunir tous les Algériens. On peut définir quelques grands principes dans ce contrat social. L'un des principes fondamentaux, c'est quoi? C'est qu'il faut que coûte, chaque Algérien doit se sentir chez lui et à l'aise dans ce contrat social. Il n'y a pas d'Algérien qui puisse se sentir étranger. Et ça, c'est surtout sur le plan culturel. On ne peut pas imposer un modèle. On ne peut pas dire aux Algériens, tu dois être comme ça. Une constitution, un contrat social doit cadrer la réalité. Elle ne doit pas la former. Or, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe avec ce gouvernement, c'est de façonner l'Algérien selon un modèle déterminé par un groupe. L'Algérien selon le groupe qui a pris le pouvoir par un hold-up politique et militaire, c'est seulement et exclusivement l'arabo-musulman selon le rite malikite. Et donc vous voyez, il y a ça hier, le sujet du bac en arabe, c'est à la limite une provocation. C'est même pas une erreur, c'est une provocation. Ça vient en pleine discussion pour vous dire, voilà, il ne faut pas oublier que vous êtes obligé d'être arabe. Et qui est l'auteur de ce texte? À la limite un terroriste intellectuel. Non, c'est pas Reda, c'est quelqu'un de l'Orient. Le Warthilani, c'est quelqu'un. Ah. Si c'est un Algérien, c'est vraiment le modèle. Donc, alors, cette façon de forcer les gens à prendre la forme que certains pensent qu'il faudrait que l'Algérien soit comme ça, c'est ça l'un des problèmes fondamentaux. Un état de droit, c'est quoi? Un état de droit, c'est quand on vient, groupe culturel ou... enfin, groupe de personnes qui décident de vivre ensemble, de dire, voilà le minimum de règles qui doivent nous unir. Si tu me dis, on doit définir la religion pour l'État, et s'il y a un groupe qui n'est pas d'accord, on s'abstient. On ne peut pas forcer tout le monde pour dire qu'il faut qu'il y ait une religion. Pourquoi? Parce que si on ne définit pas la religion de l'État, cela ne voudra pas dire qu'on va dire aux gens qui ont choisi une religion, même s'ils sont majoritaires, d'abandonner leur religion. Mais si tu veux imposer une religion aux autres, ça veut dire que tu touches à leur liberté. Donc, les points où on n'est pas d'accord, il faudrait que ça soit écrit dans la Constitution. Pour la question des religions, chacun est libre de suivre la religion qui lui plaise. Il ne faut pas que la loi l'interdise de ça. Mais on ne peut pas dire chacun, tous les Algériens doivent être musulmans. C'est une aberration. Pourquoi vous dites dans la Constitution, celui qui veut se porter candidat à la présidence doit être de confession musulmane? Pourquoi? Le fils de Maurice Audin, qui est mort pour l'Algérie, c'est un chrétien, c'est un Algérien de plein droit. Pourquoi il n'aurait pas le droit de postuler pour la présidence de la République?
Et qui vous dit que celui qui se dit musulman, malikite, qu'il est vraiment, ou là qu'il a des sentiments réels pour l'Algérie. Donc ça, c'est un facteur, si on ne règle pas ce détail, pour rentrer dans l'universalité des valeurs citoyennes, c'est qu'on est en train de tourner sur le même modèle. Si vous dites maintenant, hier j'ai vu, avec tout le respect que je dois à tout le monde, il y a beaucoup d'amis dans ce manifeste de la société civile qui a été publié hier. À mon sens, ils ne vont pas au fond des choses. C'est peut-être, si on calcule, si on donne un niveau sur un pourcentage, c'est peut-être même pas 2 à 3% des attentes, des aspirations des Algériens d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit de construire l'Algérie du futur, pas de construire l'Algérie d'hier ou de régler les comptes des Algériens d'aujourd'hui. Il s'agit de poser les jalons pour une Algérie du futur, une Algérie plurielle, une Algérie moderne, selon des valeurs universelles. Si, avec tout ce sacrifice, nous avons déjà au moins 5 morts, ils sont morts pendant la Révolution. C'est de la trahison de leur offrir un petit lifting du système actuel. On est en train de jouer avec le feu. C'est-à-dire, vous avez un général, le contraire de ce qu'on voulait, tout à fait le contraire de ce qu'on voulait, qui est en train de prendre des décisions pour mettre des gens en prison. On dit aussi qu'il est en train de régler des comptes personnels et qui est en train de pousser les gens à régler le problème d'élection d'un président. Or, on est en face d'une crise de système politique. Qui va faire les élections? Avec quoi et comment? Dans 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, on n'est pas prêt, à mon sens, pour organiser des élections parce qu'on n'a pas, le facteur confiance est absent. C'est les mairies qui vont organiser les élections, c'est les APC, c'est les daïras, c'est les wilayas, c'est les tribunaux. On n'a pas confiance. Qui va organiser ces élections? Ils vont me dire, les citoyens peuvent observer ces élections, mais depuis 162 que ça se passe comme ça. Il y a toujours de la fraude. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord pour organiser des élections. On sait très bien qu'un général qui gouverne, il va peser de tout son poids. La fraude marche toute seule en Algérie. Vous n'avez même plus besoin de frauder. Ça marche tout seul. Il y a des gens qui fraudent sans savoir pourquoi ils le font. Donc, ça ne peut pas marcher. Le problème, ce n'est pas un problème d'élection. Maintenant, quand vous avez, je suis obligé de parler de ça, un militant comme Frère Kemelti. Parfois, quand on vit mal, on s'y habitue. Et quand on s'y habitue, on ne remarque pas. Les gens, beaucoup d'Algériens ont pris l'habitude de la répression, au point où ils la justifient parfois. Frère, c'est un monsieur qui ne peut pas vivre sans sa liberté. C'est naturel chez lui. Et il ne peut pas voir quelque chose qui n'est pas correct, qui ne soit pas correct, et ne pas le dénoncer. Il a été arrêté en 2015. J'ai déposé son dossier d'arrestation devant le groupe de travail pour les détentions arbitraires qui fait partie du comité des droits de l'homme de l'ONU. Ce groupe de travail a posé des questions au gouvernement algérien pour conclure si la détention de Frère était arbitraire ou pas. Le gouvernement a répondu
j'ai ici un document très important. Voilà. Ce document, c'est un avis adopté par le groupe de travail sur la détention arbitraire à sa 78e session, du 19 au 28 avril 2017. Il raconte toute la discussion qu'il y a eu entre la source, qui est moi-même, parce que Frère était en prison, donc je transmettais la position de Frère et les réponses du gouvernement algérien. En conclusion, il dit quoi? Il dit que ce groupe de travail considère que la privation de liberté de Kamel El-Din Frère est arbitraire, en ce qu'elle est contraire aux articles, pas un seul article. Aux articles 9, paragraphe 3, 14, paragraphe 3, 19, 21, 22, 26, 27 du Pacte international aux droits civils, politiques et relève des catégories 2 et 3. C'est-à-dire que le gouvernement algérien a violé toutes ces lois en mettant Frère en prison. Il lui ordonne de le libérer dans les médias, de le dédommager et de lui donner des garanties pour qu'il ne soit plus jamais arrêté pour les mêmes raisons. Même pas 2 années après. C'est le même fonctionnaire qu'il avait arrêté en 2015, qu'il arrête en 2019. Procureur général près la cour de Rerdaya qui s'appelle Mohamed Ben Salem. Et pour pas seulement les mêmes raisons, mais pour des raisons moindres. Parce que la première fois c'était de la criminelle, cette fois c'est du délictuel. Et dans cet avis, il était dit que Frère était maltraité, qu'il était malade, etc. Cette fois, ils ont accentué le processus de torture, je vais dire, morale et physique, jusqu'à causer sa mort. Et dans le plan, si en 2015, quand il avait arrêté, moi j'étais son avocat, ils ont pris le soin de me mettre sous contrôle judiciaire 1 fois par semaine pour gêner mon activité, en 2019, ils ont amélioré leur méthode de répression, ils m'ont carrément accusé avec lui pour m'empêcher d'être son avocat, et ensuite ils m'ont mis sous contrôle judiciaire 3 fois par semaine, à 600 km de chez moi. C'est-à-dire hier je signais à Rerdaya, après-demain je vais signer à Rerdaya, et jeudi, et je reviens pour travailler. Quand vous avez un État qui agit comme ça, c'est un acharnement. C'est ce que j'ai appelé un crime d'État. Vous le signalez, parce qu'il faut savoir que, avant que Frère ne soit mort, 3 semaines avant, je commençais à parler pour dire qu'il y a un plan pour tuer Frère. Et c'est lui-même qui me l'a dit. La dernière fois que je l'ai vu, c'était 5 jours avant son décès. Il était très affaibli. Il m'a dit, parce que j'étais pas son avocat, c'est vrai, mais j'étais l'avocat de son compagnon de cellule, dans d'autres dossiers. Je profitais de l'occasion pour essayer de les voir les deux, et donc de voir Kamel. Parfois, je pouvais communiquer avec lui, il se trouvait à 1 mètre de son compagnon de cellule. Et on pouvait échanger, même par des gestes. Parfois, il me parlait, parfois avec des gestes. La dernière fois, quand je m'apprêtais à sortir, il se réveillait parce qu'il était endormi quand je parlais à son compagnon de cellule. Et il me regardait en souriant pour me dire tu vois, ils ont programmé ma mort. Et cette fois, ils sont en train de me liquider. Et donc, là, on est en plein dans un crime d'État. Pourquoi? Parce que c'est un crime organisé. Parce que Frère, ils l'ont pris en très bonne santé, physique et morale. D'ailleurs, il avait enregistré une interview avec Mohamed Ali Al-Dalou 1 semaine avant son arrestation, où il s'exprimait très à l'aise, etc. Il pouvait voir la vidéo, elle est toujours
sur le réseau, vous pouvez le voir, il était en très bonne santé. Donc, pourquoi c'est un crime d'État? Parce que c'est organisé par des fonctionnaires, en lisant des lois de la République et à l'intérieur des institutions de la République. C'est-à-dire, même Baudièvre, quand ils l'ont liquidé, ils pouvaient dire que c'est un élément qui nous a échappé et on ne le contrôlait pas, c'est un acte isolé, etc. Mais Frare, non. Il a été pris par force par des policiers, ils ont laissé des traces, ils l'ont remis à un procureur. Le procureur lui a lancé des accusations, il l'a présenté devant un juge d'instruction. Un juge d'instruction qui avait décidé de sa détention avant d'examiner le dossier, avant de savoir de quoi il s'agit. Et on leur disait, et puis il a commencé à s'affaiblir. Ils l'ont enfermé dans une salle de 2 mètres carrés. C'est une grande salle de toilette, avec une cuvette ouverte au ciel. Donc il y avait des odeurs, de mauvaises odeurs, des insectes. Ils lui ont donné 2 couvertures. Ni matelas, ni télé, ni journal, ni rien du tout, parce qu'il était en grève de la faim. C'est-à-dire en Algérie, quand vous êtes en prison et vous décidez de faire une grève de la faim, vous êtes sanctionné. Au lieu que vous obéissez au protocole de Malte, qui dit que si vous êtes en grève de la faim, le médecin de là où vous soyez doit vous apporter une couverture sociale, même contraire aux directives d'une prison si vous êtes en détention. Donc ils ont violé tout ça. Il est resté dans cette pièce de 2 mètres carrés 1 mois. Quand il a été bien affaibli, ils l'ont transféré à l'hôpital de Gherdaya, dans le pavillon carcéral de l'hôpital de Gherdaya, et ils l'ont laissé mourir. Parce qu'en fait, l'hôpital de Gherdaya n'avait pas et n'a pas les moyens de prendre en charge des cas compliqués comme ça. Au lieu que le directeur de cet hôpital signale que nous n'avons pas les moyens de prendre ce cas de situation fragilisée, qu'il faut l'orienter vers une structure hospitalo-universitaire, comme c'était le cas en 2017, non, ils l'ont laissé mourir. C'est sa femme qui l'a trouvé dans un coma, dans sa salle de détention, qui a crié derrière les responsables pour leur dire « il est en coma ». Faites quelque chose, qu'ils ont essayé de ramener dans la réanimation, mais c'était trop tard. Après, quand ils ont vu que c'était trop tard, ils ont essayé d'évacuer sur un autre hôpital qui est l'hôpital psychiatrique de Blida, au lieu d'orienter vers la structure hospitalo-universitaire qui était le plus proche, pour d'abord le réanimer, c'est-à-dire l'Arwat, à 2 heures de Gherdaya. Ils pouvaient l'emmener à l'Arwat pour le réanimer. Après, ils peuvent lui donner le traitement qu'il faut, que ce soit sur le plan physiologique ou psychologique. Donc, quand vous êtes en face d'un État qui peut même vous organiser votre mort tranquillement et que personne n'est inquiété, vous pouvez crier sur tous les toits, vous pouvez même vous être sanctionné. C'est-à-dire moi, maintenant j'encours à des sanctions parce qu'ils vont considérer que je suis en train de divulguer les secrets d'instruction ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent m'accuser de diffamation, de divulgation de secrets d'instruction, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes obligé de vous taire parce qu'il y a une instruction et ne pas dénoncer un crime organisé. Sinon, vous divulguez le secret d'instruction. Donc il y a tout ce système judiciaire, tout ce système politique qu'il faut remettre en cause, qu'il faut reconstruire sur des bases solides. Sinon, on est en train de prolonger la vie d'un système politique qui est devenu un système criminel. Donc voilà pour mon point de vue. Moi je pense que construire un état de droit, ça commence par établir, parce que je pense que la confiance c'était juste à l'époque de la Révolution. Après il n'y a plus de confiance. Ensuite faire le bon diagnostic et mettre toutes les propositions sur une table et discuter de tout ça sans tabou, sans aucun tabou. Toutes les idées politiques doivent être soumises
à discussion et à débat, et on ne doit décider que objectivement ce qui peut convenir à ce peuple. Sinon, on est en train de participer à un crime. Voilà ce que j'ai à dire, et je vous remercie. Maintenant, si vous voulez, on débat. Voilà, merci, c'est une méthode de boost. Donc, le débat est ouvert, la parole est à vous, Nissan Seigneur. Il peut venir demander, Karim. Trois questions. Voilà. Donc, on prend des numéros de trois questions. Trois questions. Bah, il répond et on vous redonne la parole. Azul. Alors, comment obtenir l'appui de personnalités internationales pour notre cause et le soutien de médias et de la communauté internationale? Comment combattre des acteurs non étatiques? Pourquoi une partie du peuple est soumise à un lavage cerveau? L'opposition est inexistante dans les régimes autoritaires. Qu'est-ce que vous dites de mouvements d'opposition au gouvernement de groupes extrémistes dont l'image publique est catastrophique à cause des massacres perpétrés au nom de leur idéologie? Comment le pouvoir algérien a réussi à corrompre les partis politiques et le monde associatif au point que les seuls combats qui valent et dont le peuple croit, c'est des combats individuels de personnes comme Madoub et Frère Farhad. Merci. Bon, là, on va poser honorable assistance. Donc, ma question, c'est juste votre point de vue à propos. Yacoubi. Donc, ma question, c'est votre point de vue à propos de la mascarade des arrestations des maisons de détention provisoires sous contrôle judiciaire des personnalités politiques algériennes. Et votre point de vue aussi à propos de, je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant du discours du chef d'état-major d'aujourd'hui, qui réitère son appel à l'élection, des élections présidentielles dans les brefs délais. Est-ce que ce n'est pas un bras de fer qui est annoncé au peuple? Merci. Pourquoi l'opinion internationale, tous les pays internationaux, ils ont un silence vers les événements qui se passent en Algérie? C'est question de non pour les pays africains qui s'instaurent la démocratie ou dans le moyen d'intérêt. Dans le cas d'intérêt. Ah. C'est bon. Je réponds à ces trois questions. Bon. Yossif m'a donné à lui seul 4 ou 5 questions. Bon. Comment obtenir l'appui sur le plan international? Il s'agit beaucoup plus de mobilisation nationale que d'appui international. Je sais que
la communauté internationale, quand elle voit un mouvement organisé au niveau national et que ce mouvement soit uniforme, c'est-à-dire tout le monde dit la même chose au même moment, nous avons une communauté internationale qui respecte ce genre de mouvement et qui montre de la solidarité. Sur le plan international, il faut faire la différence entre deux choses. Si vous voulez, il y a trois niveaux d'action au niveau international. Il y a les gouvernements. Il ne faut pas trop donner d'intérêt au gouvernement parce que c'est les positions qui défendent des intérêts beaucoup plus qu'autre chose. Il y a la communauté internationale officielle, c'est-à-dire les organisations onusiennes, l'ONU et ses satellites. Là, il y a moins d'intérêt. J'allais dire intérêt, c'est-à-dire il y a beaucoup d'égoïsme, il y a moins d'intérêt égoïste. C'est des intérêts qui sont plus ou moins s'inscrivent dans une logique de pacifisme international, etc., même s'il y a des puissances qui essayent de dominer. Mais le nombre de la communauté internationale peut influencer. Et il y a l'opinion mondiale, c'est-à-dire les peuples. Et c'est sur ce volet que nous avons des intérêts. Il faut chercher la solidarité des peuples, parce que les peuples peuvent influencer et les gouvernements et la communauté internationale. Mais de toute façon, tant qu'on s'inscrit dans une logique uniformiste, on sait ce qu'on veut, et qu'on soit pacifique dans notre démarche, nous pouvons obliger le respect. Donc ça dépend beaucoup plus de nous que des autres. Pourquoi le peuple est soumis au lavage des cerveaux? Vous savez que les manipulations à ce niveau-là, ce sont les moyens. C'est un grand problème parce que pas seulement chez nous, en Algérie ou dans les pays du tiers-monde, mais même les pays occidentaux sont soumis à une manipulation, et cette manipulation, ça pose un grand problème parce que ce sont les médias qui forment les opinions, et ces médias, ils sont détenus par des capitaux. Les plus grands médias au monde sont soumis à... ils sont entre les mains des hommes les plus riches qui donc essayent de former des opinions qui leur soient favorables. Il y a là un vrai problème au niveau international. Mais au niveau national, en plus de ça, c'est sauvage. C'est-à-dire, en plus que ça soit comme ça, en plus c'est des j'allais dire, des voyous qui manipulent, allant même à déformer, à travestir des réalités et à créer des conflits, donc c'est de la manipulation, c'est de la propagande carrément, ce n'est même pas de la manipulation. Ajoutez à cela l'utilisation de la religion avec des moyens énormes, des mosquées, de la finance gigantesque, auxquels des partis politiques classiques ne peuvent pas faire face. Donc voilà les causes de cette manipulation. Maintenant, il s'agit de trouver les moyens pour au moins pour maîtriser un peu ça, si ce n'est pas d'essayer de l'empêcher. Alors pourquoi le pouvoir a corrompu beaucoup de partis politiques et d'associations? C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour les rendre inefficaces par rapport à son action. Justement, ça, ce sont les conséquences d'un régime totalitaire qui essaie de faire marcher la société par le dopage financier tiré par le pétrodollar qui sont en train de pomper dans le sud et de masquer toutes les réalités, etc. Donc ça sert aussi à faire de la corruption une institution pour maîtriser la société. Je pense que j'ai répondu à l'essentiel des questions de M. Rossif. Et Yacoubi,
pour les arrestations, c'est simple. Le régime n'a pas changé. Les gens pensent que si Bouteflika n'est plus président, c'est-à-dire on est dans un régime qui a changé. Non, pas du tout. Gaïd Saleh a accompagné Bouteflika pendant plus de 10 ans. Et il fait partie du gouvernement pendant au moins 6 ans, comme vice-ministre de la Défense. Vice-ministre de la Défense, oui. Donc, le 22 février, il a clairement annoncé qu'il appuie Bouteflika à fond et il a considéré que les manifestants, c'est des égarés. Et il essaie à chaque fois de faire croire qu'il est avec la révolution et il veut ramener la révolution à la normale, c'est-à-dire, écoutez, pour lui, c'est un problème d'élection. Même pas un problème d'élection, c'est un problème de respecter les élections présidentielles. Il faut désigner un président, un chef d'État, par les urnes classiquement organisées en Algérie. Pour lui, c'est ça le problème. Donc, il essaie par tous les moyens de calmer la rue. Au début, il nous sortait la question de l'article 102. Ensuite, il nous a sorti la date du 4 juillet. Ensuite, il a vu que la rue ne se calme pas. Il a annulé le 4 juillet. Et puis, il a procédé à des arrestations. Tous les gens arrêtés, ce sont des gens qui étaient en dehors du système, qui n'étaient plus en fonction. À part 1 ou 2 personnes qui de toute façon étaient contestées par Gaïd Saleh lui-même, même quand ils étaient en fonction. Donc en fait, il n'y a aucun responsable, ou presque, peut-être 1 ou 2 qui étaient juste interpellés, mais qui sont toujours, qui n'ont pas été mis en détention, ni sous contrôle judiciaire. Il y a juste, le reste c'est des ex-responsables. Il peut mettre 1000 ex-responsables en prison, ça ne change rien. Il peut même mettre les responsables qui sont en fonction en prison. Ça ne change rien parce que nous sommes sur le même régime. Rien n'a changé. Ni la composante humaine, ni les textes, ni les pratiques. La justice n'est pas indépendante. Elle est sous les ordres du chef d'État réel. Nous avons un chef d'État de fait qui est Gaïd Saleh et nous avons un chef d'État de façade qui est Ben Saleh. Ils ont en commun que le nom Saleh. Donc, vous ne pouvez pas faire du neuf avec du vieux. Nous, on n'est pas pressés en là-bas. Personnellement, je ne représente personne, je présente mon humble personne, c'est tout. À mon point de vue, moi, j'ai pas de problème avec les personnes. J'ai un problème avec un régime. Ce régime, il n'a pas changé. Donc, il faut d'abord que le régime change. Quand le régime change, tous ceux qui ont fauté doivent passer devant un nouveau régime qui garantisse une justice indépendante, qui ne soit pas soumise aux ordres. Je pose une seule question. Cette justice qui est en train de convoquer tout le monde, est-elle capable de convoquer Gaïd Saleh lui-même? Non. C'est inimaginable. C'est comme si vous pensiez hier quand il y avait Bouteflika, est-ce qu'on pouvait imaginer que Bouteflika peut être convoqué par la justice? Celui qui réfléchit, ne serait-ce que réfléchir à la possibilité de convoquer un chef d'État, avant de terminer sa réflexion, il serait démis de ses fonctions, peut-être mis en détention, si ce n'est pas encore plus. Donc, vous pouvez convoquer tout le monde. Ça ne sert à rien parce que vous êtes sous le même régime. Aujourd'hui, le régime actuel, il est défaillant. On ne peut pas organiser des élections avec ce régime. On ne peut pas juger des gens avec ce régime. C'est tout. Il n'y a pas d'autre...
Le discours du chef d'état-major, bien sûr, il essaie par tous les moyens de régler ce petit problème d'élection présidentielle. Pour lui, s'il réussit à organiser des élections présidentielles, il peut calmer la rue. Et donc le nouveau chef d'État, il va venir pour faire des promesses qui vont nous faire rêver pendant 20 ans ou 30 ans. Donc, c'est tout à fait normal, il est dans son rôle. Depuis le 22 juin, Gaïd Saleh ne fait que essayer d'imposer aux Algériens des élections présidentielles et un président. C'est tout. C'est ça son rôle. Pour lui, la crise, c'est un poste à remplir. Or, la rue, elle parle d'autre chose. Mais la transition, tout le monde parle de transition. Cette transition, pour aller d'où vers où? Toute la question est là. La transition pour Gaïd Saleh, c'est de choisir un président. La transition pour moi et beaucoup de gens comme moi, c'est de changer le système de façon fondamentale pour construire un autre système. Maintenant, nous, on est en train de dire, voilà ce qu'il faut faire. Eux, ils sont en train de nous dire, on ne peut pas faire, c'est-à-dire on parle d'objectif, eux, ils parlent de méthode. Donc, on n'est pas dans la même optique. Quand vous avez quelqu'un qui soit atteint d'un cancer, quand vous allez chez un médecin, il diagnostique, il vous dit qu'il y a un cancer. Il vous dit il faut le soigner, il faut faire l'ablation, et il vous dit d'abord il faut le soigner. Vous pouvez après lui dire comment. Il peut vous dire il faut faire l'ablation, la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Mais si vous ne faites pas ça, le malade va mourir. Est-ce que vous imaginez que si vous lui dites à quelqu'un, voilà, vous avez un cancer, il faudrait le traiter comme on doit traiter un cancer, est-ce que vous pensez que c'est acceptable quand ils vous disent, puisqu'on n'a pas les moyens, donc on va lui donner une aspirine pour calmer la douleur, et ça peut aller. On n'est pas dans la même optique du tout. Ou si vous lui dites, moi je diagnostique un cancer, lui il vous dit, il faut ignorer cette maladie, il ne faut pas parler de ça, pour ne pas qu'on soit obligé de parler des traitements de ce genre de maladie, des traitements radicaux, qu'il faut ramener les moyens. Parce que nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire à ce système, nous sommes très malades, il nous faut de grands moyens pour nous soigner. Le système est en train de nous dire, puisqu'on n'a pas les moyens, il faudrait se contenter d'accepter sa maladie. C'est ça le discours qu'il y a entre nous et le système. Ou à la limite, il vous dit, je ne crois pas à cette maladie, il vaut mieux l'ignorer, juste faites un petit lifting et puis ça va aller. C'est une question de conviction. Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je dis que si on est gravement malade, il faut qu'on trouve les moyens nécessaires pour soigner notre maladie. Il ne faut pas nous dire non, ça va aller, parce que qu'est-ce qu'on entend des autres? Ils vous disent quoi? Non, c'est risqué. Ils ne vous disent pas que c'est pas vrai, ils vous disent c'est risqué. Si vous voulez faire ça, on peut balancer pour autre chose, donc il vaut mieux rester comme ça. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je ne suis pas un arabe ou un musulman médikite sur le plan culturel, vous ne pouvez pas m'imposer ça. Votre constitution, je dis votre, parce que je me trouve étranger à cette constitution. Il y a des l'année passée, le ministre de la religion, moi j'appelle le ministre comment il s'appelle, le ministre du rite médikite, moi j'appelle comme ça. Il est allé jusqu'à décréter la forme de l'évêque. L'appel à la prière, il a décrété. Nous avons un décret publié, journal officiel, qui vous dit voilà comment vous faites l'appel à la prière. Mais il y a des rites qui ajoutent un Allahu Akbar, ou qui n'ajoutent pas un Allahu Akbar, ou qui disent, je ne sais pas moi, tu veux obliger tout le monde à faire l'appel à la prière comme tu le fais toi. C'est quelle république elle est? Non. C'est très grave. On ne peut pas aller jusqu'à ce... Aujourd'hui, si il va me dire comment me laver ou comment je ne sais pas. C'est inconcevable. C'est-à-dire que c'est un système politique qui ne convient plus aux Algériens.
Il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Il y a des gens qui ne sont pas croyants. Du tout. C'est l'article 42 de la Constitution qui nous garantit la liberté de conscience et la liberté d'expression. Mais j'ai trouvé des Ahmadis qui sont des musulmans pas comme les autres, qui étaient pistés par les services de sécurité, qui étaient en détention parce qu'ils font la prière de rendez-vous de vendredi chez eux. Et des juges qui leur disent كيفاش تصلي الجمعة في دارك وتسنيو وما نصليهاش comment شكون يدير لك الخطبة mais ça te regarde ou là oh. Je vous jure, j'ai plaidé peut-être une trentaine d'affaires et à chaque fois c'était les mêmes questions. Il lui dit, un juge a dit à un Ahmadi, c'est vrai que vous pensez qu'il y a un autre prophète à part Mohammed? Il lui dit oui. Il lui dit donc c'est une insulte pour Mohammed. Je lui dis, il faut sanctionner le prophète, pas lui. Celui qui prétend être le prophète, convoquez-le, ou pour l'oublier, mais celui qui y croit. Est-ce que quand Dylan fait une caricature, est-ce que vous sanctionnez celui qui a dessiné ou celui qui a rigolé en la regardant? Allez chez les journaux, je trouve caricature de Dylan, ça me fait rire et j'ai le policier qui lui dit pourquoi tu as ri? Chez moi j'ai réagi. Il a créé un crime, il faut sanctionner celui qui a commis l'acte, pas celui qui a cru à cet acte. Donc il est si on discute de choses élémentaires avec des juges et que ces juges vont répondre toujours de la même manière, c'est que c'est très grave. C'est très grave. Et quand vous voyez qu'il y a des foyers chez les citoyens qui sont devenus comme ça, ils vous disent bien sûr pourquoi les Ahmadis ne sont pas comme nous. Et donc, ils pensent que la citoyenneté, c'est obliger les gens d'avoir un modèle. C'est-à-dire, tu dois être musulman, malékite, même si tu n'appliques pas même si tu n'es pas pratiquant, c'est pas grave, mais il faut déclarer que, voilà, c'est comme ça. Il faut être comme ça. Il y a des situations comiques, hein. Moi, je vous dis, par exemple, je ne veux pas manger, je ne veux pas faire carême, je veux manger. Il n'y a aucune loi qui m'interdit. Pour contrecarrer ça, ils vous organisent des iftar jama'i. C'est quoi ça? C'est pour contrecarrer que ceux qui mangent ensemble. C'est aberrant ça. La religion n'a jamais été un acte politique. Jamais. Enfin donc, c'est des situations vraiment dramatiques. Mais tellement qu'on a pris l'habitude que ça nous paraît normal. Ça paraît à beaucoup d'Algériens normal. On peut placer un mot, s'il vous plaît. 10 minutes, je termine et je vous donne. Alors pour l'opinion, le silence de l'opinion internationale, l'Afrique, etc. Écoutez, souvent le silence est un acte de respect. Quand vous bougez et que les gens ne disent rien, on va se placer à la place de cette communauté internationale. Nous sommes en Algérie. Si demain on entend qu'il y a un mouvement dans un pays qui nous est loin, je ne sais pas, en Afrique ou là même en Europe, il faut un temps pour comprendre ce qui se passe. En Inde, là, on vous dit que bon, après il faut comprendre c'est quoi le régime qu'ils subissent, pourquoi ils se soulèvent. Il faut un temps parfois, il faut lire, il faut écouter. Quand vous avez du silence sur le plan international, je parle surtout des peuples. Ça veut dire, pour moi, c'est du respect. C'est comme quelqu'un qui regarde quelque chose pour comprendre. Parce que sinon, on dénonce. Quand vous n'avez pas de respect, quand la communauté internationale se fait une idée, elle dénonce. Et si elle ne dit rien, c'est du respect pour moi, mais si le pouvoir persiste, en ce moment-là, on peut entendre des condamnations, et je pense qu'il y a eu déjà des sortes de condamnations.
Par exemple, quand l'APS a voulu nous bluffer en faisant sortir que les Français soutiennent les élections du 4 juillet, alors que ça parlait des élections du 18 avril. Les Français ont publié un communiqué pour démentir, et c'est un désaveu pour le régime en place. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est montrer du respect au mouvement populaire, pour dire, écoutez, on ne soutient pas ce pouvoir. Et ça, c'est très important. Et je pense que si le peuple continue sa révolution, nous pouvons voir des condamnations à condition qu'on s'inscrive dans le pacifisme et l'endurance. Hein. Moi, j'ai toujours dit que et je vous dis, hein, moi, je peux sortir tous les vendredis si je ne suis pas en prison pendant 10 ans. Hein. Voilà, je vous jure, hein, parce que moi j'ai dit, vendredi passé on m'a posé la question, j'ai dit écoutez, si le régime colonial a été délogé au bout de 7 ans de lutte armée, ce régime il peut résister plus que 7 ans. Donc écoutez, pourvu qu'on s'inscrive dans la passivité et qu'on ait le temps nécessaire. C'est pas nous qui sommes en crise, c'est le régime. Je sors tous les vendredis au lieu d'aller faire la prière au Nurgout fil Jamal, je fais une marche. Voilà. Monsieur, vous vouliez dire quelque chose? Merci. Salam alaikum. Depuis tout à l'heure, on parle, on fait des constats. C'est beau. Mais j'aimerais bien en tirer leçon de ces constats négatifs. Quelles sont les propositions en article 1, 2. De 1962 à ce jour, a-t-on vécu une république, s'il vous plaît? 2. Plutôt 3. Je pense que la révolution a été, je dis bien, a été tracée par des grands hommes qui ont mis de l'ordre, et que le colonialisme qui a pendu, le néocolonialisme qui aujourd'hui nous brime, je pense que le congrès de la Soumane par Ban Larbi Ben Mhidi a cédé. Et je crois que tout est là-bas. Et si on doit regarder la scène internationale, qu'est-ce que c'est que l'Algérie devant les États-Unis, devant la ségrégation raciale, quand c'est dirigé par des hommes? Et ce n'est pas ce qui manque en Algérie. Parce que je ne comprends pas, aujourd'hui, ceux qui se disent nos élites politiques, qui se permettent d'aller représenter le pays par le Parlement, qui ne savent même pas écrire leur nom. Qu'attendez-vous de tout ça? Chers sœurs, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention. نشوف سيسك متر دبوز أنا ولاية بكايس particulièrement Arthur Noukas. Donc mes questions c'est par rapport à la mort de Kamel Delfra. Qu'en est-il du rapport d'autopsie de la mort de Kamel Delfra? Combien même il y a une enquête, une commission d'enquête par rapport à sa mort aussi. Ma deuxième question consiste aussi à... Est-ce que vous, particulièrement, que vous êtes l'avocat direct de Kamel Delfra, père à son âme, est-ce que vous êtes satisfait du soutien de la classe politique et des ONG gouvernementales ou non gouvernementales
nationales. Par exemple, la Ligue des droits de l'homme ou Amnesty International ici en Algérie. Et pour finir, est-ce qu'il y a une projection pour un dépôt de plainte devant les instances internationales? Voilà, je vous remercie. Merci, c'est M. Boucher. Monsieur de Bouzouet, bienvenue ici au parmi nous. Vous êtes chez vous aussi. Donc, moi, vous avez parlé des niveaux d'organisation. C'est vrai, là, le problème est là. Je pense que depuis longtemps, certains hommes politiques sollicités, pour ne pas dire que je ne suis pas de leur parti, ils ont dénoncé cette organisation gouvernementale qui est réduite à une APC. 11 ministres, 12 ministres d'un même village. Donc, à ce moment-là, je crois que même ici la justice à Béjaïa, les gens parlent de justice à Alger au niveau de la Cour suprême ou quelque chose. Ici même à Béjaïa, c'est clair et net. Ils vont vous faire. Voilà le Moutawala, on est en justice, il faut lui envoyer, l'informer que telle date on va passer. Comment c'est là, un avocat, c'est très lourd. De deux, comment est-ce que vous connaissez le mal qui a été fait en termes de, disons, d'équilibre régional? Vous pouvez trouver par exemple vers l'ouest, l'usine Peugeot, Renault, je ne sais pas, Hyundai, tout, l'usine d'Arzeau qui a des milliers de travailleurs. Vous venez par exemple au Kabylie à Béjaïa, il y a que le bras qui essaie d'investir 5 sous, on lui interdit, on lui bloque les machines. Vous partez sur Annaba, peut-être il n'y a rien. À Skikda, c'est énorme. Donc il y a ce déséquilibre. Au sud, moi j'ai eu l'occasion de travailler au sud, ils n'ont même pas une AMG pour se soigner. Il doit prendre un avion, Tadra, pour venir à Abdaya, 2 millions ou 1 million de transport pour faire une échographie. Il y a un déséquilibre total. Ils vivent à 50 degrés à Londres. Moi, je vous dis, le mal qu'ils ont fait à se payer par ce déséquilibre est énorme. Donc, il faut, pour m'envoyer un chef de Daïra, un wali à Béjaïa qui ne connaît rien, il est venu pour voler. Il ne connaît pas les problèmes des gens. S'il faut réorganiser, c'est au niveau travail, ce que vous avez dit, l'organisation de toute la structure politique, organisationnelle et même économique. Il faut tout ça, il faut balayer l'ancien système. À mon avis, ce n'est pas des questions, mais des propositions que si vous pouvez les mettre dans votre programme. Et merci. Merci. Je réponds à Miss Slimane, il a dit, on a fait des constats, mais quelles sont les propositions? Je crois que j'ai commencé par les propositions. J'ai dit que il faut changer le mode d'organisation administratif, les textes de loi et les modes de gestion de la société. J'ai dit que ce sont là les niveaux où ça ne fonctionne pas. Une administration organisée au niveau central avec des wilayas qui rend le citoyen comme un chiffre ne nous convient pas. Donc c'est clair. Je vais préciser un peu ma pensée. Il faut une organisation régionale. Appelez-la comme vous voulez, un système fédéral, une régionalisation un peu poussée, des organisations autonomie de région, comme vous voulez. Mais il faudrait que le citoyen puisse décider lui-même qui le gouverne, qui le juge et qui assure sa sécurité. Sa citoyenneté. Quand vous parlez de citoyen, attendez. Je crois que je suis sujet à... Oui, attendez. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit il faudrait que le citoyen qui deviendra citoyen, quand il deviendra, voilà, il puisse choisir celui qui le gouverne au niveau local. On ne nous impose pas un wali. Je choisis le wali qui doit me gouverner, qui doit me rendre des comptes. Je choisis au moins une partie de lois qui doivent être appliquées dans ma région. Qui solution, pas qui complique. Oui, je choisis la personne qui doit me juger et doit me rendre compte de la façon dont
il actionne la justice et je choisis les gens qui doivent assurer ma sécurité. Vous permettez un mot. Est-ce que nos lois, de 62 à ce jour, nous avons vécu des lois institutionnelles ou bien nous avons vécu des conventions? Merci. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je réponds à votre question parce que je vous dis, attention, mais vous, à votre question, Miss Limel, s'il vous plaît. J'ai terminé. Oui, non. Miss Limel, vous m'avez posé une question. Vous dites que vous avez fait un constat. Où sont les propositions? Je vous dis les propositions. Maintenant, vous pouvez me dire que ces propositions, on n'a pas les moyens de les appliquer. Je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, c'est ça la solution. D'accord? Donc, j'ai donné des propositions. J'ai même essayé maintenant d'aller en profondeur dans mes propositions. Et des gens sont morts parce qu'ils ont produit des propositions. Frère Kameldin a donné des propositions, ils l'ont sanctionné. Tmout parce que tu veux toucher à ce système qui ne veut pas disparaître. Est-ce qu'on a une république? Bien sûr qu'on n'a pas une république. On m'a posé la question la dernière fois, qu'est-ce que vous pensez de la deuxième république? J'ai dit, écoutez, il faut d'abord qu'on ait une république pour savoir si on est à la première ou à la deuxième. Il n'y a pas de problème sur ce point. La révolution organisée par des grands, oui, mais récupérée par des lâches. Ah, je ne ferai pas dire... Non, ça, le constat, on est d'accord, c'est clair. Le néocolonialisme, bien sûr, le néocolonialisme est là, et on doit résister, mais là, la résistance ne peut pas se faire au niveau national. Il faut un front international. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de peuples qui sont comme nous. Si on s'unit entre peuples, on peut combattre le néocolonialisme. Il faut d'abord qu'on s'organise chez nous pour qu'on soit un peuple authentique qui puisse s'exprimer comme il le veut. Là, on est fragilisé par un pouvoir qui a tout vendu. Je vous fais plaisir. Mais on est dans la même longueur. Ah bah oui, jusque-là. Donc ça, c'est pour répondre à Miss Limel. Si Yahya me pose un certain nombre de questions sur Fraoui, alors qu'en est-il de l'autopsie? Nous attendons. Il y a une autopsie qui a été pratiquée sur Fra. Le procureur de la République avait déclaré au compagnon de Fra, qui est Soufal Mqasem, il lui a dit qu'on ne remet l'autopsie qu'à sa femme, chose qui n'est pas légale. Son avocat peut récupérer l'autopsie, mais allez, on va lui envoyer sa femme pour récupérer l'autopsie pour voir de quoi il s'agit. Nous attendons. Est-ce qu'il y a une enquête? Nous avons vu des articles de presse qui parlent d'enquête. Personnellement, comme avocat de Fra et ensuite avocat de sa famille, je me suis exprimé. Sa femme a fait un communiqué, elle a rendu un communiqué et elle s'est exprimée presque dans le même sens que moi. Pour dire la chose suivante. La norme internationale de n'importe quelle enquête démarre par la victime. Elle ne peut pas démarrer par. Il faut d'abord, si l'autorité publique a constaté qu'il y a un problème, on a fait beaucoup de bruit. On a parlé, Fra a été liquidé, c'est une mort programmée, etc. Si l'autorité publique, je dis d'une façon générale l'autorité publique, sans préciser s'il s'agit du ministre ou de n'importe qui veut enquêter, pour n'importe quelle enquête, on commence par la victime. C'est-à-dire, il devait écouter sa femme, il devait écouter son compagnon de cellule, il devait écouter son avocat, les gens qui lui sont très proches, qui savent quelque chose. Prendre tous les éléments. C'est nous qui sommes les accusateurs. Qui gêne l'autorité publique quand elle vient me dire qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux dire le wali, le procureur général, le juge d'instruction, le directeur de prison, le directeur d'hôpital, ils ont fait telle et telle et telle et telle chose qui a causé la mort de Fra. Il cautionne, il commence par cautionner tout ça et il commence son enquête. Il va entendre le wali, il lui dit
On dit que vous avez fait telle et telle chose, le procureur général, vous êtes accusé d'avoir telle et telle chose, il nie. S'il nie, on fait une confrontation. Khalwali, j'ai pas fait ça. Et Aïdli, pourquoi vous avez. Et j'apporte les éléments de preuve que j'ai. C'est comme ça qu'une enquête se fait. Nous, qu'est-ce qu'on a constaté? Des articles de presse qui disent une enquête se fait. Elle se fait avec qui? Pourquoi on est absent? Pourquoi on n'est pas entendu? Jusqu'à présent, personne des proches de Frag n'a été ni informé officiellement de l'existence d'une enquête, ni entendu dans le cadre de cette enquête. Donc pour nous, il n'y a pas d'enquête. Et si quelqu'un est en train de récolter un nombre d'informations, il les garde pour lui. Ce n'est pas une enquête pour nous. Alors, deuxième point, si je suis satisfait de la situation des politiques, de la position des politiques, des ONG, etc. Il y a deux façons d'agir. Quand on vous dit Frag est en danger de mort 3 semaines avant et que personne ne fait rien, c'est décevant. Oui. Quand Frag est mort et que les gens viennent dire ce que vous disiez avant qu'il soit mort, c'est aussi décevant parce que la deuxième phase après que Frag est mort, ce n'est pas de dire que malheureusement Frag était en train de mourir ou là il est mort. La deuxième phase, c'est de dire voilà qui a tué Frag. Maintenant, si vous me dites malheureusement Frag est arrêté et il a été soumis à un traitement qui l'a tué, écoutez, c'est décevant. Moi j'accuse, le jour de sa mort, au moment où on m'a annoncé, il est mort, 2 heures après, on m'a appelé pour me dire Frag est mort. J'ai fait une vidéo sur ma page, c'était en direct, j'ai dit, on vient de m'annoncer la mort de Frag, premièrement, deuxièmement, mes condoléances à sa famille, troisièmement, je dénonce les conditions de sa détention, quatrièmement, j'accuse directement 5 personnes. Je les ai nommées. Je passe au deuxième stade. Là, il faut régler ce dossier. L'Ouali, le procureur général, le juge d'instruction, le directeur d'hôpital, le directeur de la prison, et puis il y a d'autres qui vont être découverts par... Donc je ne suis pas satisfait, personnellement, de la réaction. Je vous dis maintenant, là, Louisa Hanoun, elle est en prison. Son état de santé s'est gravement fragilisé. Elle risque de mourir. Ça fait 3 jours que je le dis. Personne ne bouge. Ça ne sert à rien, si elle meurt demain, de venir dire malheureusement Louisa Hanoun est morte. Pour moi, ça sera de la complicité. Si on ne fait rien maintenant pour la sauver, ça ne sert à rien de venir après. Pourquoi je parle de Louisa Hanoun? Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est une détenue d'opinion. Elle dirige un parti politique. Elle est arrêtée parce qu'elle, par la faute de ses activités politiques. On ne complote pas contre un État parce qu'on veut changer le chef d'état-major, même s'il s'agit de ça. Le chef d'état-major, ce n'est pas l'État. Le chef d'état-major, c'est un chef d'état-major. La moitié des Algériens, plus de 20 millions, sortent tous les vendredis pour dire Gaïd Saleh dégage. Donc il faudrait les mettre tous en prison. Maintenant, le dépôt de plainte. J'ai déposé une plainte pour le compte de la famille de Frag. J'ai déposé dimanche passé, jeudi passé, chez le doyen des juges d'instruction qui est lui-même accusé dans cette plainte. Et j'ai mis à la fin de cette plainte, je crois que j'ai une copie ici, voilà, j'ai dit, à la fin j'ai dit حيث أن السيد عميد قضاة التحقيق طرف في هذه الشكوى مما يجعله غير مؤهل للتصرف فيها. Donc je lui ai remis parce que la loi
exige qu'une plainte qui m'appelle il faut qu'elle soit déposée chez le doyen du juge d'instruction. Mais je lui ai en même temps dit que vous n'êtes pas apte à traiter cette plainte. Donc il faudrait que j'ai été comme on appelle ça, trouve la solution pour ce problème. Ce n'est pas à moi de trouver la solution à ce problème. Moi, je suis obligé de déposer la plainte chez le doyen des juges d'instruction. Il faudrait qu'il s'organise pour que cette plainte prenne la voie normale selon les dispositions du code pénal. J'ai déposé cette plainte jeudi passé. Normalement, la loi exige que quand je dépose plainte chez le greffier du juge d'instruction, sur place, il met un accusé de réception et il me remet la copie. Après, il la traite, le juge. On n'a pas voulu me remettre l'accusé de réception. Le greffier m'a dit, il faut revenir dimanche. Quand je suis passé dimanche, il m'a dit, elle n'est pas encore prête. Elle n'a pas été traitée par le juge. Et j'attends qu'elle soit traitée. Sachant que j'ai très peu de chance, parce que les accusés dans cette plainte, c'est qui? Louali Azdin Micheli, procureur général Mohamed Ben Salem, le juge d'instruction, le directeur de la prison et le directeur de l'hôpital. C'est-à-dire, j'ai mis toutes les personnes pour que cette plainte soit bloquée à Ardea. Moi, je ne cherche pas qu'elle soit bloquée, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je la dépose à Ardea. Et il y a heureusement une disposition sur le plan international qui dit que si vous essayez de déposer une plainte chez vous, que ça ne marche pas, vous avez le droit de saisir un tribunal international. Alors maintenant, quand j'ai la preuve que ça ne fonctionne pas, j'ai le droit d'aller sur le plan international. Je sais aussi que le groupe de travail pour les détentions arbitraires doit réagir. Il est dans l'obligation. Pourquoi? Parce que la première fois, quand ce groupe de travail pour la détention arbitraire, quand il a donné son avis le 27 avril 2017, il a demandé au gouvernement algérien d'apporter des garanties pour que Fra ne soit plus jamais arrêté pour les mêmes raisons. Et toutes les recommandations de ce groupe de travail ont été violées par l'Algérie. Donc, l'Algérie, normalement, doit répondre devant ce groupe de travail par rapport à cette violation de cet avis dont elle était présente, elle était notifiée, elle devait réagir et elle a fait exactement le contraire de ce qu'on lui a demandé. Et le pire, c'est avec les mêmes fonctionnaires, c'est-à-dire le groupe de travail par exemple, lui avait demandé d'enquêter. Qui était derrière cette violation de la loi qui avait coûté à ce que Frère passe 2 ans en prison? L'Algérie n'a pas enquêté, n'a pas déterminé les responsabilités au point où la même personne, le même fonctionnaire qui s'appelle Mohamed Ben Salem refasse la même idée avec des résultats pires que la première fois, c'est-à-dire qui ont coûté la mort à Frère. Donc aujourd'hui, moralement, le groupe de travail, qui est un groupe de travail qui travaille pour le compte du comité de l'ONU des droits de l'homme, est dans l'obligation de donner suite à cet avis qui a été violé par l'Algérie. Nous attendons de la réaction de ce groupe de travail et donc du comité des droits de l'homme des Nations Unies. Si le groupe de travail avait réagi une première fois d'une façon favorable, c'est qu'il peut réagir une deuxième fois et moi je travaille sur ce point-là pour pouvoir voilà. Donc la troisième personne c'était Kader, oui. Alors, il y a 2 façons d'aborder la situation en Algérie. Soit on parle des causes, soit on parle des conséquences. Pour les conséquences, c'est très facile. Vous sortez sur le trottoir, vous pouvez tout de suite faire les constats, vous dites, voilà le régime, ce qu'il nous a fait, voilà ce qu'il nous a fait, voilà ce qu'il nous a fait, voilà. Mais pourquoi il nous a fait ça? C'est ça le vrai problème. 12 ministres du même village, vous vous trompez. Non, c'est pas 12. C'est 16. Ensuite, la justice, l'organisation très lourde. Oui, moi je suis avocat, j'ai du mal à déposer une plainte.
vous ne pouvez jamais déposer une plainte contre un fonctionnaire s'il est protégé par l'État. Ça s'appelle déni de justice. C'est consacré en Algérie. Vous pouvez déposer plainte ni contre le président, ni contre un ministre, ni contre un wali, ni contre un policier, ni contre un chef d'aéra, rien, ni contre un juge. Jamais. Si vous le faites, c'est vous qui êtes sanctionné. Ça, c'est un constat. C'est un constat, c'est comme ça. N'empêche que je dépose des plaintes contre des responsables presque tous les trimestres, depuis au moins 5 ans. Ça a failli prendre une seule fois. On a condamné un commissaire à Tiaret, mais qui a été relaxé après à la cour. Mais de toute façon, il était obligé de venir s'expliquer devant un juge d'instruction, il était obligé de passer devant un juge pour que le tribunal entende ses explications et entende la victime qui a été torturée par son commissaire. Et le résultat, sur le plan moral, on a pu obtenir qu'il ne soit plus responsable. Il a été réduit à un simple agent de police judiciaire dans un autre commissariat, dans une autre wilaya. Ça donne une petite satisfaction morale dans la mesure où on a pu faire bouger quelque chose dans un système qui nous est contraire, complètement... c'est-à-dire, il nous est imposé malgré nous. Donc, on a essayé de le faire bouger. Les équilibres régionaux, le blocage de Rabat sur le plan économique, etc. Mais on est toujours dans les conséquences de ce système hyper centralisé. C'est ce que j'essaie de vous dire au début. Vous allez à Tamarast, vous allez trouver des lois pendues pour Alger qui sont appliquées. Je suis parti à Tamarast, ça fait 324 ans pour plaider là-bas. J'ai vu un responsable administratif dire des gens de Tamarast hayawanat. Il les traite d'animaux parce qu'ils ne sont pas comme lui. Lui, il est hébergé dans une villa à Tamarast, il a toutes les commodités et il ne manque de rien. Il a son billet aller-retour gratuit et il ne manque de rien. Donc il voit les gens à Tamarast qui n'ont pas le moindre moyen économique pour survivre. Ils sont obligés de faire de la contrebande de lubrifiants qu'ils peuvent, ou de carburant vendus en Algérie à moindre coût parce que vous subventionnez. Mais ils n'ont que ça, ils n'ont ni agriculture, ni aucun moyen économique. Il ne sait pas que c'est ça le résultat qui fait que les gens essaient de faire de la contrebande. Pourquoi il y a de la contrebande uniquement dans les frontières? Mais parce que l'État produit une politique fausse. Et ce sont des régions diminuées, où il n'y a aucun développement socio-économique ou même culturel. Et vous séparez, j'ai entendu dire quelqu'un que, je crois, un village qui s'appelle Tinzawatin, je pense, à la frontière malienne, où le même village est traversé par la frontière, c'est-à-dire vous avez la moitié du village qui fait partie de Mali, l'autre moitié de l'Algérie. Quelqu'un qui était là-bas a dit que il a vu des gens jetés du Mali vers la population algérienne qui sont des membres de leur famille, qui sont leurs cousins ou leurs parents par alliance, etc. Des boîtes de cornets de bœuf, de nourriture distribuées par l'armée malienne ou française parce que ceux de l'Algérie n'avaient pas de quoi manger. Et ils viennent me dire, je vais sécuriser le Mali. Tu sécurises quoi? Moi je sécurise c'est une vidéo que j'ai trouvée ce matin. Donc, c'est des constats qu'on fait, oui, mais c'est dramatique. Quand vous parlez du wali du chef d'aéra, j'ai lu un petit ouvrage, un petit bouquin écrit par un ex-général qui s'appelle Général Rahal, qui a comme titre, au début c'était coup d'État,
Après, je crois qu'il lui a changé le titre, Histoire d'État, je ne sais pas comment il l'a appelé. Dans ce bouquin, il raconte une chose comique. Il dit, je ne comprends pas pourquoi un Wali Kabyle, dans la Kabylie, quand il reçoit un Kabyle, il lui parle en arabe. Et c'est la relation. Bon, c'était écrit dans les années 95, 96, je crois. Ce n'est plus le cas. J'ai eu le plaisir de plaider, je crois, à la Misaine une fois. L'audience se déroule en Kabyle. J'étais très content. Le juge m'avait même dit, au stade, vous comprenez bien le Kabyle? Je lui dis, je ne comprends pas très bien le Kabyle, mais continuez comme ça. Juste, quand je ne comprends pas, je vous le dis, mais ne changez surtout pas. Vous êtes devant un juge. Il faudrait qu'il vous comprenne et que vous le compreniez. Il n'y a pas mieux que de vous exprimer le plus naturellement du monde. On n'est pas en train de faire de la figuration ou une pièce de théâtre. Il y a un problème à régler, il y a un problème sérieux. Il faudrait que tout le monde comprenne ce qui se passe. Maintenant, vous me ramenez, par exemple, j'ai vu à Constantine une juge là, ramenée de. J'ai vu à Tamaras une juge ramenée de Constantine, qui était en train de poser des questions à un tergi. Même la terminologie est utilisée. Les mots en arabe, dialectal, chez le constantinois et chez le tergi peuvent ne pas avoir le même sens. Et si voilà, ramène-moi un juge qui comprenne tout, local. Laisse-moi choisir le juge. À Gherdaya, il n'y a pas un seul juge mozabite. Il n'y a pas un seul juge mozabite à Gherdaya. Ça pose un vrai problème. Vous avez une communauté à Gherdaya qui est une double communauté, il y a des Arabes et des Mozabites. Les Arabes, ils sont Arabes et Malikites. Bon, Shamba, c'est une des tribus arabes, parce qu'il n'y a pas que les Shamba, il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup de tribus arabes. Mais essentiellement, c'est des Arabes, arabophones, si vous voulez, mais bon, eux, ils disent qu'on est des Arabes. Le problème n'est pas dans la terminologie. Non, le problème n'est pas là. Moi, je parle d'aujourd'hui. Je ne parle pas de plusieurs siècles. Sinon, on va parler de Ali, de Mohammed et d'Abou Jahl. Ce n'est pas notre problème. Vous avez des villes qui ont deux communautés, comme Marianne par exemple, ou comme Ardaya, Grara, l'Atf. Ce sont des villes où il y a presque deux communautés à moitié, presque 50-50%. Une communauté qui est arabophone et malikite. L'autre communauté qui est berbérophone et ibadite. C'est-à-dire vous ne trouvez pas ça à travers l'Algérie. Si je viens en Kabylie, c'est vrai que c'est des berbérophones. D'abord, c'est des communautés homogènes, berbères, amazigh, mais qui sont malikites, qui se considèrent comme des malikites. Ils ont en commun avec beaucoup d'autres Algériens le rite, au moins le rite. Mais à Gherdaya, non. Vous êtes berbérophone ou amazirophone et vous êtes ibadite. Vous êtes différents sur tous les plans. Mais vous n'avez pas de fonctionnaires mozabites. Dans la fonction publique, les mozabites, ils ne dépassent pas 3 à 4%. Dans le système judiciaire, c'est la même chose. Vous pouvez avoir 1 ou 2 greffiers mozabites, mais pas de juge et pas de procureur mozabites. Vous avez des juges arabophones et malikites, si ce n'est pas des intégristes. Moi, j'ai des doutes sur le procureur général de Gherdaya. J'ai des doutes parce que j'ai vu son communiqué. Il a fait un communiqué le 8 avril à l'occasion de mon arrestation. Il allait m'embarquer. Et puisqu'il y avait, il paraît-il, c'est lui qui le dit dans son communiqué,
un fonctionnaire du ministère de la Justice qui aurait appelé le parquet du tribunal de Radek pour lui demander de pas que je sois emprisonné, et le procureur général réagit violemment par un communiqué. Comment ça se fait un fonctionnaire interfère dans les prérogatives d'un juge d'instruction? Mais à la fin de ce communiqué, il dit quoi? Il dit que je fais tout ce que j'ai fait d'abord pour le bon Dieu, avant que ça soit pour l'Algérie, par son pays. Et puis il y a plein de versets coraniques. Moi, j'ai rien contre la religion, mais vous avez des obligations constitutionnelles. Dans les obligations constitutionnelles, on ne vous demande pas de faire ça pour le bon Dieu, parce que les Algériens ne sont pas tous musulmans. Ça me rappelle une petite... on dit, je ne suis pas arabe et je ne suis pas obligé d'être musulman. Je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée le jour de la libération de Franck El-Merdi, le 16 juillet 2017. On le ramenait de Ndia vers Alger pour se reposer un peu, puis après pour partir à Radek. Quand on voulait prendre l'autoroute de Blida, après la Chifa, il y a un petit tronçon d'autoroute comme ça, puis il y a une bretelle pour prendre l'autoroute de Blida. Il y avait un barrage de gendarmerie. Et le barrage de gendarmerie nous a arrêtés. En fait, il s'agissait d'une campagne de sensibilisation pour la sécurité routière. Ils nous donnaient comme ça des imprimés pour dire allez-y doucement, etc. C'était une campagne de sensibilisation. Et je lui dis merci, et puis lui, il me dit, le gendarme me dit mais pardon, vous les sensibilisez des citoyens ou des croyants? Parce que sur la route, il n'y a pas que des croyants. Alors il me répond comme ça. Il me répond par une façon qui m'a fait rigoler. J'ai écrit ça tout de suite sur ma page Facebook. Il me dit Esma, Cha'b el-Jazair kullu muslimun illa man rahima rabbuk. Donc, illa man rahima rabbuk, ça veut dire ceux qui ont de la chance ne sont pas musulmans. Comment c'est ça? Bon, en fait, peut-être que vous dites vrai, je ne sais pas. On prend le dernier mot parce qu'il faut savoir que je rentre sur Alger pour préparer mon voyage à Alger. Très bien, donc on prend le dernier temps de questions parce que Maître Debouche doit repartir sur Alger pour ensuite repartir sur Alger parce qu'il doit signer son contrôle judiciaire le mercredi et il va parcourir 600 km. Donc, je vais essayer de faire vite pour les mettre. Mais dans le ciel de ce que vous venez de dire, vous et l'animateur, je me rappelle que juste après le décès de Kamel Frère, donc le jeudi d'avant l'enterrement de Kamel Frère, Maître Debouche était pour son contrôle judiciaire à Radaya. Il revient sur Alger, il fait devant un poste avec l'assistance à débat public, etc. Donc c'était la nuit, juste pratiquement à 3h du matin. Donc le lendemain, c'était le vendredi de la marche, vendredi. Il est dans la marche naturellement, il est accosté, interpellé par plein de monde. Le lendemain, donc c'est l'enterrement de Kamel Frère, il fait une oraison funèbre magistrale que nous saluons. Nous remercions pour l'avoir faite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, elle est encore sur les réseaux. Je vous invite à voir l'horizon funèbre qu'a fait Maître lors de l'enterrement de Kamel Frère. Ça pour dire qu'il faut vraiment qu'on vous libère parce que vous fatiguez trop. Nous vous remercierons jamais assez pour cela. Donc, trois petites questions. Est-il aujourd'hui Maître judicieux, militant associatif? Donc, est-il aujourd'hui judicieux ou prématuré d'ouvrir les débats sur les fondamentaux de l'Algérie de demain? Notamment, vous l'avez un peu abordé, la forme de l'État de l'Algérie de demain, la place de la religion dans une société, donc sécularisation, laïcité ou égalité entre femmes et hommes, école et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est prématuré, d'autres qui disent que c'est judicieux. J'aimerais bien avoir votre avis.
Seconde question, donc parmi tout ce qui nous est proposé depuis le 22 février, comme on appelle feuille de route, proposition pour sortie de crise, il y en a énormément. Vous arrivez de partout, de personnalités, de partis politiques, de gens d'horizons divers. Est-ce que vous avez un avis à donner parmi toutes ce qu'on appelle ces feuilles de route qui nous sont proposées? Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui sied à votre manière de voir les choses? Troisième question. Donc, pour ma part, tout comme vous, je ne suis pas du tout intéressé. J'ai tout mon temps. Il ne s'est pas fait dans un jour. Une année dans la vie d'une nation, dans la construction d'un pays, c'est absolument rien du tout. S'il faudra qu'on attende 10 ans, on attendra 10 ans. Il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, c'est Keïsaf qui a un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, mais quand même, pour lui mettre un peu davantage de pression, que pensez-vous du marche national le 5 juillet, le vendredi 5 juillet sur Alger? Merci. Comme préalable, l'une des conditions que vous avez données tout à l'heure, c'est une justice transitoire. Donc, bon, je ne veux pas parler de justice, donc justement spécialement. Bon, la justice est l'un des leviers principaux sur lesquels, comme un jeu de domino, il faut actionner pour que ça fonctionne. Bon, première question, est-ce que ça sous-entend aussi, bon, depuis 62, refaire, c'est-à-dire rejuger des jugements déjà, enfin, des faux jugements de la Cour suprême, etc. Donc des cas où la justice n'a pas fait son travail. Mais l'autre aspect, est-ce qu'on a des hommes dans la justice? Est-ce qu'on a des hommes? Est-ce qu'on a des juges? Des hommes et des femmes. Est-ce que la confiance dans la justice, aujourd'hui, si on demande aux gens, donc il n'y a personne qui fait confiance à la justice. Mais de votre point de vue, est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'il y a encore des hommes, des juges compétents et sur lesquels on peut compter demain? Bon, je me présente, c'est M. Julien de la commune de Gaïdès. Votre présence ici est maître, réchauffe le cœur et est agréable aussi. Je vais essayer d'être aussi bref avec mes camarades. Je salue au passage l'assistance. Bon, ma première question sera peut-être bref, à votre avis, maître. Est-ce que cette révolution de sourire sera réellement une révolution de sourire ou de douleur? Deuxième point que je voulais évoquer, c'est concernant le théâtre que M. Gaël Salah, quotidiennement on retrouve, il convoque des gens de façon directe ou indirecte. Quelle est votre analyse, votre vision par rapport à ça? Parce que c'est une façon de séduire le peuple algérien de rentrer chez lui, il manifeste réellement une bonne foi. Le troisième point aussi, relatif même à ce qui se passe à Mahkama al-Oulia, et directement la majorité part sur Harash, ça fait plaisir quand même. Quelle est la position d'un certain ensemble des magistrats par rapport à la méthode adoptée? Est-ce que c'est, à mon avis, est-il pas judicieux d'installer un état de droit et juger les gens, ou ce qu'ils font maintenant et puis les collègues? Ma dernière question, tout simplement, quel est votre avis sur un État fédéral et laïque? Et je vous remercie. Et je vous souhaiterais aussi bon retour. C'est bon. Donc, ouais, c'est le dernier lot de questions. Et donc, je vais vous j'ai réalisé pour la préparation de voyage à Ardaïa, on s'en excuse.
Ma question, c'est que vous avez fait un lien par rapport aux feuilles de route proposées et le territoire algérien. Vous avez cité le Sud, le Grand Sud et le Nord. Donc, est-ce que la décentralisation ou un État-région modulable est une nécessité aujourd'hui pour la réussite de la transition que le peuple algérien réclame depuis 1957? Merci. Alors, c'est Khalid Didi, est-il judicieux d'ouvrir des débats sur l'Algérie de demain aujourd'hui? Fondamentalement, la fondamentale, c'est écoutez, quand on est malade, il ne faut surtout pas perdre de temps. La première chose à faire, c'est de régler le problème. Alors, moi, l'espérance de vie d'une personne, c'est la moyenne de 80 ans. J'ai déjà 57 ans. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai envie de vivre. Hein. Je n'ai pas envie d'attendre pour que les choses. Oui, je suis prêt à mourir, mais je ne cherche pas la mort. Je ne suis pas parmi les gens qui disent qu'on aime la mort. Je déteste la mort et je peux mourir pour améliorer les conditions de vie. Ça, c'est autre chose. C'est une autre vision des choses. Mais si c'est le moment, bien sûr, c'est toujours le moment de faire la bonne chose, quelque chose de bien, surtout quand on a un mal profond. C'est à mon sens. La feuille de route, bon, j'ai dit ma vision des choses. Ça dépend à quel niveau on se pose. Moi, je propose qu'il y ait des changements fondamentaux sur les plans que j'ai déjà déterminés. Parce que, en toute sincérité, je pense que nous avons un mal très profond. Et si on n'agit pas sur les causes qu'on déterminera, moi j'ai proposé un certain nombre de causes, il faudrait organiser un débat national, objectif, avec toutes les garanties qui puissent nous permettre d'aller vers une vraie cause, et après avoir déterminé ces vraies causes, si on n'agit pas pour changer ces causes, vous savez très bien la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Les mêmes causes font les mêmes effets. Donc on restera toujours dans cette... Alors, marche sur Alger, moi je suis d'accord. J'appellerai tous les Algériens à marcher à partir de toutes les wilayas, pas forcément le 5 juillet, parce qu'il faudrait qu'on sorte de cette symbolique du passé et qu'on se tourne vers le futur. Il faut trouver n'importe quelle date et qu'on organise des marches vers Alger ou quelque chose de ce genre, et même à trouver d'autres formes pour contester ce pouvoir. Je suis favorable à toutes les formes de contestation pour faire tomber ce régime. Pourquoi pas une marche sur Alger, mais à partir de toutes les régions, ou même à partir d'une seule région. Il faut faire quelque chose. Il faut faire beaucoup de choses. Monsieur Djebeli dit la justice de transition. La justice de transition, c'est un procédé spécifique au changement. Donc j'ai dit tout à l'heure que c'est un procédé qui est mi-politique, mi-judiciaire, et modulable selon la société qu'elle décide de le faire. Et ça marque les passages entre des régimes qui sont, j'allais dire, périmés à d'autres régimes qu'on doit construire. Chaque société, chaque État, c'est-à-dire fait sa justice de transition qui peut prendre quelques semaines ou peut-être quelques mois, jusqu'à plusieurs années ou même des décennies. J'imagine pour l'Algérie, ça peut prendre peut-être 2 à 3 décennies pour aborder tous les problèmes que nous avons connus. Maintenant, est-ce que cette justice va aller jusqu'à réouvrir certains dossiers déjà traités par la Cour suprême? La justice de transition, en général, gère des problèmes collectifs, pas des problèmes individuels. Et quand il s'agit d'un problème individuel, il s'agit de crime d'État. C'est-à-dire, on peut considérer le dossier de l'assassinat de Mardouk, le dossier de l'assassinat de Frah, le dossier de l'assassinat de Boudiaf, de Ribel, de Chabani.
on peut les considérer comme des éléments qui peuvent faire objet d'une justice de transition. Mais si on ne peut pas réouvrir tous les dossiers de justice, surtout quand il s'agit de problèmes individuels, sauf dans certains cas. Donc là, il s'agit de déterminer les modalités de fonctionnement de la justice de transition et les paramètres de dossier à traiter. Ça, c'est un ensemble d'experts qui doivent se mettre pour établir le règlement de fonctionnement de cette justice de transition. Est-ce que nous avons confiance dans la justice? Écoutez, on n'a pas confiance dans la justice. Moi, je le déclare à chaque fois. Je leur dis, je n'ai pas confiance en la justice algérienne. Il n'y a pas une loi qui peut m'obliger à avoir confiance. Il y a une loi qui m'oblige à respecter les décisions de justice. Et je respecte les décisions de justice, même celles que je trouve injustes. Par exemple, je suis soumis à un contrôle judiciaire que je considère injuste. Je considère que les gens qui ont décidé de me soumettre à ce contrôle, c'est par esprit de vengeance. Je le déclare. Je déteste ça. Je n'ai pas confiance. Je dis tout ce que je veux. Mais je respecte la décision de justice parce que je suis un légaliste. Mais ils ne peuvent pas m'obliger à dire que j'ai confiance. Je n'ai pas confiance. Mais c'est un sentiment. La confiance, c'est un sentiment. Et ça ne se décrète pas. Il n'y a pas de loi qui m'oblige à avoir confiance. Il n'y a pas de loi qui m'oblige à aimer. Il y a des lois qui peuvent m'obliger à respecter. À montrer du respect. Je peux montrer du respect à une personne que je déteste. Le sentiment d'aimer, ce n'est pas un sentiment qu'on décrète. Quand j'écris à un juge, j'ouvre ma lettre par la formule de politesse, je la termine par la formule de politesse parce que je suis obligé de montrer du respect aux autorités. Mais quand je suis dans des réunions, je dis que je n'ai pas confiance à telle personne. Je peux même dire que je ne l'aime pas, pour ne pas dire que je déteste. Je n'aime pas les formules détester, etc. Mais je peux dire que je n'aime pas. Personne ne peut m'obliger à aimer quelqu'un. Donc, comment on peut avoir confiance en la justice? C'est très simple. Il faudrait que la justice soit indépendante de tout autre pouvoir, surtout du pouvoir exécutif, premier élément. Deuxièmement, il faudrait qu'elle soit soumise complètement au contrôle populaire. Et que le peuple peut donner son, puisque la justice est rendue au nom du peuple. Pourquoi ne pas faire en sorte que les audiences soient retransmises à la télévision ou à la radio pour que tout le monde écoute et voit et soit témoin? Pourquoi il faudrait qu'il y ait des salles d'audience et quand il y a une affaire importante, on ne laisse pas les gens entrer? Pourquoi vous voulez que vous contrôlez mon identité? Bon d'accord, vous pouvez contrôler mon identité pour des raisons de sécurité. Mais pourquoi vous me dites, si vous n'avez pas une affaire, vous n'avez pas le droit d'entrer au tribunal ou à la cour? Non, je dois rentrer jusqu'à ce que la salle soit pleine. Et si vous trouvez qu'il y a encore plus de gens, pourquoi vous n'organisez pas un procès qui intéresse toute une région dans un stade, quand vous faites les matchs de football, par exemple? C'est quelque chose que tout le monde veut voir, il faut l'organiser dans un stade, avec des écrans géants, des micros, il faudrait qu'on entende ce qui se passe. Et si vous trouvez que ce n'est pas faisable, il faut faire la retransmission par télévision. Il faudrait qu'on sache ce qui se dit en notre nom. C'est seulement dans ces conditions-là que le peuple peut avoir confiance en la justice. Il faudrait qu'on sache qui sont les juges. C'est quoi les accusations? Qu'est-ce qui s'est dit? Pourquoi c'est comme ça? On entend les plaidoiries. Aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qui se passe dans les tribunaux? Les procureurs ne plaident plus. Ils ne se sentent pas obligés d'expliquer les charges.
Vous avez quelqu'un qui est accusé d'avoir volé, par exemple, quelque chose. Il vient devant le juge il lui pose un certain nombre de questions. Il répond. Quand le juge se tourne vers le procureur et lui dit « Talabat niyaba ». Il répond quoi, le procureur? Ils ne se sont pas obligés d'expliquer pourquoi il engage des poursuites. Il lui dit « C'est suffisant pour lui. Et je vous jure qu'à la place de ça, il y a des gens qui sont condamnés. C'est-à-dire le juge n'entend même pas les arguments du parquet et il condamne. Et en face, il a un avocat qui peut plaider pendant 1 heure. Le juge, parfois, il est occupé à examiner des dossiers. Vous avez le greffier qui peut être occupé à mettre de l'ordre dans son fichier et on note rien. L'avocat, il peut plaider pendant 1 heure, dont le résumé, vous pouvez trouver dans le jugement, le juge qui dit wa rafa'a al-muhal wa talaba al-bara'a. Tout le reste est parti derrière. Ça se passe souvent comme ça. C'est très rare où l'on voit un parquet plaider et où l'on voit un juge prendre note de tous les éléments de défense. C'est tout à fait normal que devant des pratiques comme ça, on n'a pas confiance. Maintenant, quand vous soulevez ça, ils peuvent vous dire qu'il y a beaucoup de dossiers et on n'a pas le temps, mais écoutez, il y a beaucoup de dossiers, il faut mettre les moyens nécessaires. Si vous voyez qu'un seul tribunal n'est pas suffisant, mettez un tribunal dans chaque quartier. Il faudrait que le juge traite 4-5 dossiers par audience. Voilà, débrouillez-vous. C'est vous qui nous convoquez, il faudrait que vous nous jugiez selon les normes internationales. Mais si un juge il m'a dit, ça va pas. Donc, pour rétablir la confiance, il faudrait que les tribunaux soient sous contrôle populaire. Déjà, les audiences, il faudrait qu'elles soient ouvertes au public. La justice ne soit pas sous contrôle du pouvoir judiciaire, qu'elle soit pas seulement sous contrôle du pouvoir exécutif ou de n'importe quel autre pouvoir, mais pas seulement ça. Il faudrait qu'on arrive au moyen où on ne peut pas influencer les juges. Nous entendons beaucoup d'histoires de la corruption, où les juges, etc., etc., etc. Donc, il y a 2 sortes d'influence, l'influence politique et l'influence financière par des cercles vicieux. On entend parler des questions comme ça. Il faudrait que ça soit justice échappe à ça, et il faudrait, à mon sens, que les citoyens choisissent leurs juges d'une manière ou d'une autre et qu'ils les sanctionnent aussi. Comme ils doivent choisir les responsables politiques et les responsables sécuritaires, ça c'est mon point de vue. Donc, les autres questions, c'est est-ce que l'État fédéral est la bonne solution? L'État fédéral et laïque peut être la bonne solution. Mais si vous avez un État fédéral, déjà vous pouvez avoir dans l'État fédéral des composantes laïques et des composantes non laïques. Libre à chaque groupe de s'organiser comme il le veut. Donc vous ne pouvez pas, si vous voulez, il y a une région qui a tendance à vouloir être laïque, pourquoi ne pas qu'elle s'organise selon les principes de la laïcité? Si vous avez une autre région où la population veut s'organiser autrement, qu'elle s'organise comme elle veut, mais qu'il y ait une constitution fédérale qui garantisse à tout le monde le droit de citoyenneté avec un minimum de principes. Et pourquoi pas cette solution? Vous ne pouvez pas avoir... donc ça peut être une solution, comme on peut avoir d'autres éléments. La dernière question, par rapport au... J'ai pas retenu votre question. C'est que... J'ai mal noté parce que... C'est dans les faits ensuite. Et votre exposé, vous avez cité le sud, le grand sud, et le nord, c'est beaucoup plus la connaissance parfaite de la région, la décentralisation. La plupart des faits de route n'ont pas été dans le contenu, n'ont pas donné de contenu à leur proposition. Donc, est-ce que la régionalisation modulable
est une nécessité pour la culture. Écoutez, moi je pense que le citoyen doit être l'élément fondateur de l'État, c'est-à-dire c'est lui qui doit être réellement source d'autorité. Maintenant, quelle soit l'organisation fédérale, régionalisation modulable, le moyen, c'est les prérogatives. C'est quoi? Comment elle est organisée? Est-ce que par région? Est-ce que c'est par région géographique? Est-ce que par région culturelle? Est-ce que c'est par région géographique, culturelle, économique? Tout ça, ce sont des questions à traiter. Maintenant, remarquez que la révolution n'a pas réussi si elle ne s'était pas organisée selon des régions autonomes. Il y avait ces régions et elles étaient complètement autonomes. C'est ce qui a fait que chaque région ait donné le meilleur d'elle-même. C'est-à-dire, on nous dit, les gens qui ont fait la révolution nous disent que un élément qui passait d'une région à une autre région passait d'une autorité à une autre autorité. Carrément. Et donc il peut être soumis à un autre mode de règlement, mais qui a permis à la révolution de fonctionner parfaitement bien parce qu'il y avait une cohérence socio-culturelle dans chaque région. On comprenait bien ce qu'on voulait. Et juste après, on passe à une organisation archaïque, tirée du régime colonial. Et donc, c'est pas du tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est organiser selon la mentalité socio-culturelle, même économique et politique, et qui est propre aux Algériens.